Bonsoir à tous. Je suis Justin Ouedraogo du cabinet Chidali. J'espère que vous allez bien. Pour le moment, nous allons patienter encore jusqu'à 16h10 pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Et puis ensuite, on va commencer. Merci et bon webinaire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Thierry Miguel Yamego, auditeur comptable et financier au cabinet d'expertise comptable Fidali. Merci d'être présent pour ce 9e webinaire. Tout d'abord, je vais commencer par présenter le formateur, qui est M. Amos Roy Banao, et un consultant en data analyst. Il va nous présenter le thème qui est sur Power BI et booster les ventes de votre retail grâce à l'analyse des données. Donc, M. Banao, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Merci de m'avoir introduit. Monsieur Amigo, donc effectivement, on va travailler ce soir sur l'outil Power BI et on va apprendre ensemble les techniques de calcul d'indicateurs afin de pouvoir optimiser nos ventes en retail. Donc, merci d'être là nombreux. Donc, je pense qu'on va partager des moments de... On va partager cette session ensemble et je sais que ça va être très, très intéressant. Donc, c'est le lieu où tout le monde pourra poser ses questions, voilà, pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Merci, Monsieur Amero. Je vous renvoie la parole. Ok, merci, M. Banao. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, M. Banao va présenter la formation. Et par la suite, nous aurons la phase des questions-réponses. Donc, M. Banao, vous pouvez maintenant commencer. D'accord, ça marche. Donc, je vais partager mon écran. D'accord. Donc, je pense que vous avez mon écran. Donc, on va travailler sur les techniques pour booster les ventes dans le commerce retail. Donc, notre session est planifiée en 5 étapes. Donc, on va les lire ensemble. Donc on va commencer par voir l'importance de l'analyse de données dans le retail. Et ensuite, on va se définir des KPI essentiels pour pouvoir améliorer son commerce de détail. Après avoir défini les KPI essentiels, on va faire une séance de travaux pratiques. Donc, lors de ces séances, on va calculer les différents indicateurs qu'on aura définis afin d'optimiser notre commerce en retail. Donc, en 4e, c'est la conclusion, où on va reparcourir tout ce qu'on a vu dans le 1 et le 2 et le 3. Donc, consolider les acquis et puis on va ouvrir, on va donner la parole à tous les participants, déposer les questions, on pourra s'entretenir. Et la partie 5, c'est une continuité de la conclusion. Donc, on pourra s'entretenir avec les participants en dehors de cette session de masterclass pour s'entraider. Donc, en introduction, le grand 1, donc je vais lancer. Donc, 1, importance de l'analyse de données dans le retail. Donc, l'analyse de données, c'est une science qui nous permet de prendre des décisions à partir de nos données. Donc, quand on analyse les données dans les ventes au détail, c'est pour généralement atteindre 3 objectifs qui sont listés dans notre slide. Donc, le premier objectif, c'est la compréhension approfondie de nos clients. Le deuxième objectif, c'est l'optimisation des ventes et du marketing. Et le troisième, c'est améliorer la rentabilité de notre business. Donc, comprendre ses clients, ça veut dire quoi? Donc, avec l'analyse des données, on va mieux connaître nos clients. On va connaître les habitudes d'achat de nos clients. On va connaître les comportements de nos clients. Et là, on pourra les segmenter. Et la segmentation, c'est le fait de diviser le marché cible d'une entreprise en groupes de clients et de clients potentiels. Donc, c'est avec nos données que nous enregistrons régulièrement qu'on pourra connaître notre client et le segmenter. Donc, une fois qu'on a segmenté nos clients, on peut implémenter une politique de fidélisation de ces clients. Donc, vous savez que la fidélisation,
son but, c'est de maintenir une relation durable avec les clients, c'est instaurer un climat de confiance. Donc, cette base solide de clients fidèles, c'est ce que recherche toute entreprise, toute organisation. Parce que les clients fidèles, c'est des clients qui consomment plus, qui consomment facilement et qui constituent pour l'entreprise une publicité. Donc, ils vont recommander les produits de l'entreprise à leur entourage à travers le bouche à oreille. Et ça nous permet d'accroître les bénéfices. Donc, pour l'optimisation des ventes et du marketing, donc toujours avec l'analyse du comportement de nos clients, du comportement d'achat de nos clients, en tant que gestionnaire de vente, je peux comprendre ce qui incite les clients à revenir payer les produits dans la boutique. Je peux comprendre pourquoi les clients sont fidèles. Et dès que je comprends ce qui plaît à mes clients, je peux optimiser mes programmes de fidélité en fonction de ce qui motive les clients. Je peux optimiser mes stratégies de marketing, mes stratégies de communication. Donc, optimiser ces stratégies, ça revient à faire du pricing à faire du pricing, la tarification et des promotions dynamiques. Donc, c'est jouer aussi sur les prix, en fait, en fonction des comportements des clients, en fonction des événements qui se passent au niveau local ou international. C'est jouer sur le prix en fonction des tendances du marché. Donc, je peux jouer sur ces prix pour pouvoir optimiser mes ventes et mon marketing. Donc, je vais prendre un exemple ici. Dans les clients fidèles, je peux décider d'offrir des réductions à mes clients fidèles. Et par exemple, pour les nouveaux clients, je peux les faire des promotions pour les inciter à passer à l'acte d'achat. Donc, ça permet d'optimiser mes ventes et mes stratégies marketing. Un deuxième exemple, par exemple, si nous avons un événement local dans les environs, dans les alentours de la boutique, c'est un événement qui peut augmenter la demande, qui peut augmenter fortement la demande d'un produit. Et si je constate ce fait, je peux augmenter légèrement le prix afin de bénéficier de cette augmentation temporaire de la demande de ce produit. Donc, vous allez remarquer qu'avec les événements comme le CIAO, il y a certains produits qui coûtent plus cher parce que les commerçants profitent de l'affluence, profitent du besoin accru d'un certain nombre de produits pour augmenter les prix. Donc, c'est une stratégie qui permet d'optimiser les ventes. Un troisième exemple me vient en tête. Par exemple, en étudiant les données, on peut identifier les produits qui se vendent le plus à une certaine période de l'année. Donc, dès que j'arrive à détecter ce genre de produit, donc je peux ajuster mes campagnes marketing en fonction de ce produit. Et c'est la même chose avec les clients. Si je me rends compte qu'un certain segment, particulier de mes clients s'intéresse à un produit particulier, donc je peux ajuster mes campagnes marketing en fonction de cette cible. Donc, tous ces actions de pricing et de promotion dynamique permettent d'optimiser les ventes et le marketing. Donc, le troisième élément, c'est l'amélioration de la rentabilité. Donc, pour augmenter sa rentabilité, donc ça revient à dire d'augmenter ses marges. Donc, pour augmenter ses marges, c'est identifier les produits et les segments qui génèrent plus de marge et de concentrer nos efforts de marketing, de communication sur ces produits et ou segments. Et le contraire aussi, c'est bien. Donc, une fois qu'on identifie les produits et les segments qui marchent, on peut aussi réduire nos efforts sur les produits ou les segments qui ne nous apportent pas beaucoup de valeur. Donc, améliorer la rentabilité, c'est aussi arriver à segmenter notre marché selon le comportement de nos clients. Et on va cibler chaque segment avec un message particulier afin de les intéresser. Améliorer la rentabilité, c'est aussi éliminer les produits à faible marge. Donc, si un produit n'a pas beaucoup de bénéfices, ce n'est pas la peine de perdre son temps à communiquer dessus. Dans les produits à faible marge ou à faible rotation, donc les produits qui occupent l'espace, qui occupent le temps de promotion, on peut les réduire au maximum et se concentrer sur les produits qui apportent plus de valeur. Donc, on va passer au slide 2 qui va nous permettre de définir les KPI qui vont nous permettre d'optimiser nos ventes retail. Donc, ici, il y a beaucoup d'indicateurs qui existent pour les ventes retail, mais ici, j'ai retenu les indicateurs très pertinents qui permettent d'optimiser au maximum le business de vente retail. Voilà. Donc, ici, on dit les KPI essentiels. Ces KPI essentiels offrent des informations précieuses sur les performances de vente, le comportement des clients et l'efficacité des stratégies marketing. Donc, le premier indicateur que j'ai listé, c'est le chiffre d'affaires, le turnover.
Donc, le chiffre d'affaires, il représente les ventes totales générées sur une période donnée. Donc, le chiffre d'affaires va nous permettre de mesurer la croissance de notre business. Le deuxième indicateur, c'est le panier moyen, le average order value. Donc, c'est un montant. Cet indicateur calcule le montant moyen dépensé par un client à chaque commande. Si un client vient payer, en général, il dépense combien? Donc, ça, c'est un bon indicateur. Il nous permet de connaître le pouvoir d'achat du client. Et une fois que je connais le pouvoir d'achat de mes clients, je peux ajuster mes stratégies marketing et augmenter la valeur de chaque achat, de chaque transaction avec ce client, en proposant, par exemple, le cross-selling ou le upselling. Donc, le cross-selling, c'est proposer un produit qui pourrait intéresser le client suite à un achat. Donc, par exemple, s'il a payé un sac, je peux dire, bien, comme tu viens de payer un sac, ça sera bien si tu payais, par exemple, un cahier. Donc, les commerçants nous font ça dans les boutiques. Donc, ça, c'est le cross-selling, le fait de proposer un produit qui pourrait intéresser au client suite à l'achat d'un premier produit. Il y a aussi le upselling. Donc, si je connais le pouvoir d'achat du client, je peux le convaincre à payer un produit premium dans ce upselling. Donc, si le client a l'habitude de payer un produit, donc, en connaissant son prix moyen, j'ai posé un produit qui a plus de qualité et plus de valeur que le produit qu'il vient payer. Donc, tout ça, l'objectif de tout cela, c'est d'augmenter la valeur de la transaction à chaque fois que je suis en face de ce client. Mais pour pouvoir proposer ces deux services, ces deux actions marketing, il faut bien connaître le panier moyen du client. Là, on peut ajuster ce qui va le mieux, le cross-selling ou le upselling. Donc, on a identifié aussi des indicateurs comme la fréquence d'achat, le purchase frequency, qui identifie le nombre moyen d'achat effectué par un client sur une période donnée. Donc, si je connais la fréquence d'achat d'un client, ça va me permettre de comprendre mes clients. Si je prends un client X, quelle est la propension de ce client à venir dans la boutique? Donc, ici, ça marche pour les boutiques en physique et les boutiques en ligne. Donc, si je prends un client, quelle est sa propension à dépenser chez moi? Quel est le nombre de fois qu'il peut faire des commandes dans ma boutique? Donc, c'est ça la fréquence d'achat, nombre moyen d'achat effectué par un client sur une période. Il y a aussi le Net Promoter Score. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça permet de connaître le niveau de satisfaction des clients et la propension des clients à recommander les produits ou les services de l'entreprise. Donc, on remarque ça souvent dans les assurances, dans les banques, dans les alimentations. Donc, un écran qui nous permet de noter la satisfaction du service sur un score de 0 à 10. Donc, c'est pour pouvoir mesurer le NPS. Donc, son importance, ça permet de savoir si les clients sont satisfaits de nos produits ou de nos services et ce qui peut conduire à une augmentation de la fidélité par du bouche à oreille ou de nous rendre compte que nos produits ou nos services ne résolvent pas convenablement les besoins de mes clients. Et ça va nous permettre de nous raviser et d'ajuster notre service. Donc, j'ai identifié jusqu'à 7 indicateurs. Donc, le 5e, c'est le taux de rétention. Donc, le taux de rétention, c'est le nombre de clients qui passent une commande d'une période à l'autre dans le taux de rétention. Est-ce que j'arrive à conserver mes clients? Par exemple, si 10 clients font des achats en 2020, en 2011, sur les 10 clients, il y a 5 seulement qui font des... En 2021, 10 clients font des achats. En 2022, il n'y a que 5 qui font des achats. Donc, vous voyez que j'ai un taux de rétention de moins de 50%. Et ça, ce n'est pas très bien. La capacité d'une entreprise, c'est de pouvoir fidéliser ses clients. Et c'est en calculant le taux de rétention qu'on peut appliquer une stratégie pour pouvoir fidéliser nos clients à long terme. Parce que les clients fidèles, ça nous permet d'optimiser nos marges. Et un client fidèle, c'est un client qui est acquis. Donc, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour l'avoir par rapport à la prospection. Donc, la prospection, ça coûte encore plus cher et plus d'efforts. Mais une fois qu'on a un client fidèle, donc on l'a et il fait des achats réguliers chez nous et en plus de ça, il nous recommande. Donc, c'est très bien de retenir ses clients et de les fidéliser. Donc, c'est en calculant ce taux qu'on pourrait identifier notre pourcentage de rétention de nos clients. Donc, il y a aussi le taux de retour produit. Donc, le taux de retour produit, c'est le produit que les clients ramènent. Donc, il paye, il n'est pas satisfait et il ramène le produit. Donc, le product return rate. Donc, c'est intéressant de calculer ce taux aussi parce que ça permet de savoir
si nos produits ou notre service a un problème de qualité. Est-ce que nos produits ont un problème de description? Est-ce que le parcours d'achat du client est intéressant? Donc, c'est le taux de produit qui va nous permettre de déceler ces soucis et de les améliorer s'il y en a. Donc, moins on réduit ce taux, donc plus on fait des marges. Parce que quand on retourne un produit, ça veut dire que la vente a été annulée. Maintenant, le dernier indicateur qu'on va voir, c'est la valeur vie d'un client ou le Customer Lifetime Value. Donc, la valeur vie d'un client, c'est une mesure très importante et on va vraiment focaliser notre attention sur cet indicateur. Donc, il permet de calculer le montant total de revenus qu'un client génère pour une entreprise sur une période donnée. Donc, si je connais la valeur vie d'un client, ça veut dire, si j'ai un client, je sais à peu près combien ce client me donne comme bénéfice. Donc, c'est vraiment un indicateur génial qui permet de... C'est un indicateur génial qui permet de maîtriser à la fois la stratégie marketing, la segmentation de notre entreprise et d'optimiser les ressources. Donc, ici, nous avons les avantages de l'indicateur valeur vie client, donc qui sont définis. Donc, en termes de stratégie marketing, si on comprend le Customer Life Value, donc ça va nous permettre de déterminer, ça va nous permettre de savoir combien investir dans l'acquisition de nouveaux clients et les efforts de fidélisation. Donc, si je sais que ma valeur vie d'un client, c'est 1000 francs, donc si je mets en place une stratégie marketing qui coûte 1 million, donc cette stratégie marketing doit me permettre d'avoir plus de 10 000, voilà, d'avoir plus de 10 000 clients. Sinon, la stratégie marketing n'est pas rentable. Donc, vous voyez que le CLV, c'est vraiment un bon indicateur en ce sens. Donc, le CLV aussi peut être utilisé pour segmenter les clients. Parce que quand les clients payent, j'ai les profits des clients. Donc, je peux savoir c'est quel client qui me donne plus de bénéfices par rapport à d'autres. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, l'objectif, c'est de se focaliser sur les clients qui sont plus rentables. Le CLV aussi va me permettre d'allouer les ressources de manière efficace en fonction du besoin, en fonction de la période, en fonction des clients. Donc, on va vraiment, si on est efficace, on pourra calculer tous les indicateurs qu'on a définis jusqu'à la CLV. Et je pense qu'on va y arriver. Donc, ici, en fait, le slide qui suit, c'est... Voilà. 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 C'est les prérequis, en fait, pour pouvoir calculer la CLV. Voilà. Donc, il faut connaître le panier moyen. Il faut connaître la fréquence moyenne des achats. Il faut connaître la valeur moyenne d'un client, qui n'est rien d'autre que le produit des deux premiers. Il faut connaître le taux de rétention. Il faut pouvoir identifier la durée moyenne du cycle de vie d'un client. Donc, combien de fois un client paye chez nous sur une période donnée. Donc, la période, c'est à l'entreprise de définir. Il y a des entreprises qui disent, si un client fait 3 mois sans payer, je le considère comme un client inactif. Il y a des entreprises, ça vaut 1 année. Il y a des entreprises, c'est plus d'1 année. Ça dépend du produit et de la politique de l'entreprise. Mais ici, nous, on travaille sur la période d'1 année. Si un client fait 1 année sans payer, on le considère comme un client perdu. Donc, après avoir calculé toutes ces valeurs, on pourra calculer notre Customer Lifetime Value, qui est le produit entre la valeur moyenne d'un client et la durée moyenne du cycle de vie d'un client. Donc, on avance bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur Yamero, vous êtes là? D'accord. On va passer au petit 3. Donc, le petit 3, c'est les travaux pratiques avec l'outil Microsoft Power BI. Donc, on va utiliser Power BI pour pouvoir calculer les indicateurs qu'on s'est définis pour pouvoir faire de la visualisation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Power BI, c'est un outil de business intelligence donc, qui permet aux équipes de vente de visualiser et d'analyser, qui permet aux équipes de vente de visualiser
et d'analyser les données de performance en temps réel. Donc, et tout ça, c'est grâce à des tableaux de bord et à des rapports époustouflants. Donc, Power BI, c'est un outil transversal qui n'est pas dédié aux ventes. C'est bien vrai que ce sont les ventes qui ont inspiré l'outil. Power BI est bâti sur le modèle des sales. Voilà. Mais c'est un outil transversal. On peut l'appliquer à la santé, on peut l'appliquer à l'éducation, au RH et bien d'autres domaines. C'est un outil très transversal, qui est très utilisé et en forte demande. Donc, je rappelle que Power BI est le leader des outils BI sur la 7e année consécutive. Donc, ça prouve vraiment que l'outil est très prisé, très utilisé. Il a beaucoup d'avantages. Donc, nous, on va utiliser cet outil dans cette session pour pouvoir calculer nos indicateurs. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas à poser. Donc, maintenant, je vais passer à l'outil Power BI qui va nous permettre de reparcourir tout ce qu'on a vu depuis le 1 jusqu'au 2, donc au calcul des indicateurs. Donc, si vous voyez mon écran, ici, nous avons l'interface de Microsoft Power BI. Donc, voici comment il se présente. Donc, c'est un outil d'analyse de données. Donc, il va nous permettre d'analyser la performance de notre activité. Et je vais vous montrer la base de données sur laquelle on va travailler. Donc, j'ai défini une base de données du e-commerce avec le tableur Excel. Donc, je vais l'ouvrir. On va voir comment la table est structurée. Donc, voici la base de données sur laquelle on va travailler. Donc, c'est une base de données de vente où on a pris le soin de collecter des informations de vente en commençant par le numéro de commande, la date de commande, la date de livraison, l'écart entre la date de commande et la date de livraison. Donc, ça permet d'optimiser les livraisons. Le type de livraison, donc on a 4 types de livraison: First Class, Second Class, Standard Class et Express Delivery. Donc, ici, on a les types de produits. Oui. On ne voit pas votre écran. Ce que vous êtes en train de parler là, non, en tout cas, moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas mon Excel? Non, non. Monsieur Banao, le partage marche bien. D'accord. Vous êtes le seul, il y en a d'autres qui ne voient pas mon Excel. Non, le partage est bien. Nous arrivons à voir. Oui, maintenant c'est bon. Avant, je ne voyais pas. D'accord. Donc, notre base de données, dans les produits que nous vendons, les catégories de produits. Donc, ça, c'est le prix unitaire que nous avons défini en dollars, les quantités commandées. Ici, c'est les promotions. Donc, ça part de 1% de réduction à 5%. C'est les profits que nous faisons sur chaque vente. Donc, toutes ces informations sont collectées. Ça, c'est les frais de livraison. Ça, c'est le niveau critique de la commande. Voilà. La priorité de la commande plutôt. Donc, priorité élevée, basse, moyenne, critique. Donc, dans cette même base, on a les informations sur nos clients. Donc, l'identifiant du client. Oh là, vous voyez que ça, c'est une limite du Excel. Ici, j'ai 20 000 lignes et il fait un peu de bug. Dans le ID client, le nom des clients, le segment de nos clients. Donc, c'est les profils de nos clients. Voilà. Donc, je peux mettre profil, la même chose. Donc, artiste, manager, housekeeper, teacher, nurse. Donc, ça, c'est les votes. Ça veut dire que quand un client fait une expérience d'achat, en tant que gestionnaire de vente, on lui propose de noter le service de vente. Donc, les notes, ça part de 0 à 10. Donc, avec ces notes, on pourra calculer le NPS, le Net Promoter Score. Donc, le taux de fidélité de nos clients ou le taux de satisfaction de nos clients. Donc, le NPS, il faut savoir que le NPS permet de connaître le nombre de détracteurs, donc le nombre de clients passifs, clients détracteurs, clients passifs,
et les clients promoteurs. Donc, avec les scores, on pourra les retrouver. Donc, ceux qui ont un score de 0 à 6, c'est les clients détracteurs. Ça veut dire que c'est les clients qui ne sont pas satisfaits par nos produits ou services. Et c'est les clients qui peuvent nuire à notre business parce qu'ils peuvent faire de la mauvaise publicité. Ils ne sont pas satisfaits. Et les clients passifs, eux, c'est les gens qui notent entre 7 et 8. Donc, eux, ils sont au milieu. Donc, ils ne critiquent pas, ils n'apprécient pas. Mais c'est les clients qu'on pourra perdre. Donc, s'il y a une boutique qui propose le même service avec juste un petit détail, on peut le perdre. Il va aller chez ce nouveau, il va aller faire ses achats dans cette nouvelle boutique et vous laisser. Parce que c'est un client indécis. Et les clients promoteurs, c'est ceux qui ont les scores entre 9 et 10. Donc, eux, c'est les ambassadeurs de la boutique parce qu'ils apprécient tellement nos produits qu'ils vont les recommander aussi à leurs entourages. Donc, le NPS, c'est très important. C'est sur la base des notes qu'on va les calculer. Donc, ça, c'est les villes, les États et les régions d'où viennent ces clients. Donc, c'est une base de données que j'ai prise sur Kaggle pour faire notre session de travail. Donc, vous savez que dans les règles de l'analyse de données, ce n'est pas intéressant d'avoir deux entités dans une même base. Donc, ici, j'ai les ventes et j'ai aussi les clients. Donc, ce n'est pas très intéressant, mais ça ne va pas gêner notre travail. Ça ne va pas gêner notre travail. Donc je vais importer cette base de données dans notre Power BI. Donc, c'est aussi l'occasion pour ceux qui ne l'utilisent pas encore de voir comment Power BI fonctionne. Donc, je vais juste montrer comment télécharger Power BI. Donc, je suis sur mon écran. Donc, si je fais Download Power BI, voilà, wow, j'espère que je ne suis pas coupé. Hein. Voilà, d'accord. On va y revenir. La connexion nous fait défaut. Donc, à partir de notre outil Power BI, le voici, je vais importer ma base de données. Donc, tout ce qu'on va faire sur le Power BI, on peut le faire sur Excel, mais plus difficilement. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps et on va faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça que Power BI, c'est un outil qui est très adapté au calcul d'indicateurs, à l'analyse des données, à l'extraction des données, à la transformation des données, jusqu'à la visualisation et à la collaboration. Donc, ce qui est difficile avec Excel, avec Power BI, c'est facile. Donc ici, c'est mon interface. C'est ici que je vais faire mes rapports. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas à ce niveau. Donc, la première étape, c'est aller chercher les données. Voilà. Et notre donnée, c'est du Excel. Donc, je vais cliquer ici. Donc, tout ça, c'est des connecteurs que je peux utiliser pour aller prendre des données. Donc, ça dépend de la source. Si c'est le Access, je vais chercher Access ici. Si c'est PDF, je vais chercher PDF. Si c'est sur une page web, je vais chercher web. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des bases de données qui existent pour aller chercher des données. Donc, je vais prendre Excel parce que ma base de données, c'est le Excel. Je fais se connecter. Et je vais aller sélectionner la source que je veux utiliser pour travailler. Donc, comme c'est un classeur Excel, il va me présenter les feuilles de mon classeur Excel. Et mon Excel est sur ma machine, donc je n'ai pas besoin de connexion Internet pour aller le prendre. Mais si mon classeur était sur un Drive, un Google Drive ou un SharePoint, il me faut la connexion. Mais ici, c'est sur mon disque dur, donc je n'ai pas besoin de connexion. Donc, voici les feuilles de mon classeur. Donc, je clique dessus pour voir l'aperçu des données. Donc, ça, c'est les returns. C'est les produits que les clients ont commandés et qui m'ont renvoyé. C'est vrai que je n'ai pas montré ça ici, mais il est là. Voici les returns. Voici les sales. Donc, je vais le fermer parce que ce n'est pas intéressant de travailler quand il est ouvert. Comme il est ouvert, il faut que je le ferme. Voilà, il est fermé. Donc, quand je clique sur le sales, je vais l'avoir en aperçu. Donc, c'est toujours bien de cliquer pour voir s'il s'agit bien des données que nous voulons. Donc, moi, je vais prendre le sales, donc je vais cocher. Donc, je coche et je vais charger. Donc, actuellement, ce qui travaille, c'est le Power Query. Donc, le Power Query, il est disponible dans le Excel aussi à partir de la version Office 2013. Donc, le Power Query, c'est lui qui va aller
se brancher aux bases de données, charger les données dans notre Power BI. Et en plus de ça, il va nous permettre d'apurer nos données. Donc, apurer les données, c'est le fait de bien typer nos colonnes, supprimer les colonnes ou les lignes inutiles, calculer de nouvelles colonnes, calculer de nouvelles modalités et plein d'autres exercices. Fractionner des colonnes, concaténer des colonnes, créer des clés, faire des fusions, faire des ajouts de fichiers et plein d'autres actions de transformation de données. Donc, c'est le Power Query qui nous permet de faire tout ça. Donc, j'ai importé notre classeur, je vais actualiser et on va remarquer que notre base de données Sales va venir à ce niveau. Donc, ceux qui ont le Power BI, je pourrais vous envoyer la base de données. Wow, Google Meet, c'est ça son problème. Comment faire pour envoyer un fichier? Rodrigue et Justin, tu peux m'aider à partager mon fichier? Oui, monsieur Banao, si vous m'envoyez, je vais mettre ça. D'accord. Donc, très rapidement, je vais envoyer ça. Donc, je vais vous envoyer la base de données là aussi. Même après, vous pouvez faire aussi vos propres manipulations. D'accord, on avance pendant que le transfert du fichier se fasse. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, normalement, tout le monde doit voir l'interface de mon logiciel Power BI. Donc, la dernière version. Donc, j'ai importé le classeur Sales, la feuille Sales. Le classeur s'appelle e-commerce. Il y a une feuille qui s'appelle Sales. Il y a une autre feuille qui s'appelle Sales. Et la troisième feuille s'appelle Return. Donc, pour l'instant, j'ai importé le Sales. Donc, le voici qui est là. Je peux dérouler avec la petite flèche pour voir mes variables, mes colonnes. Donc, ici, c'est la vue table. C'est une interface Excel. Il faut savoir que Power BI, c'est une extension du Excel. Le Power BI a Power Query, Power Pivot, Power View. Excel aussi les a. Donc, vous voyez qu'ici, c'est une vue Excel. Je peux faire des filtres et des tris comme je veux. Voilà. Donc, nos données, c'est uniquement 2023. Donc, une année. D'accord. On a les profils, les informations de nos clients et bien d'autres. Donc, on a bien nos tables. Donc, quand on veut faire de la modélisation, on va venir ici. Mais je ne pense pas qu'on va aborder ça lors de notre session de travail. Donc, on va calculer notre premier indicateur. Donc, notre premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on va calculer notre chiffre d'affaires. Donc, si je viens ici, dans la vue table, je peux bien voir le prix unitaire, quantité commandée, et puis les discounts. Donc, il faut bien que je calcule le prix de vente en faisant ça multiplié par ça. Et après, il faut que je retranche le discount. Donc, Power BI me permet de créer des colonnes de calcul, des colonnes calculées. Donc, il me permet aussi de calculer des indicateurs qu'on appelle mesures. Il me permet aussi de calculer des tables, de faire des formules pour envoyer des tables. Mais ici, ce que je veux faire, c'est une formule pour renvoyer une nouvelle colonne. Donc, je dois bien calculer le prix de vente, le total sales. Donc, premièrement, je vais calculer les frais de promo et après, je vais calculer les ventes moins les frais de promo. Là, j'aurai mes ventes normales. Voilà. Donc, je vais faire une nouvelle colonne. Donc, si vous remarquez, il va créer une nouvelle colonne à droite. Voilà. Voici la colonne égale. Donc, c'est toujours à l'image du Excel. Vous voyez qu'il met égal. Donc, je dois faire ma formule après l'égalité. Donc, je vais mettre
discount total. Donc, discount total, ça sera prix unitaire multiplié par quantité et multiplié par discount. Donc, pour avoir le nom de mes colonnes, il suffit que je commence à saisir le nom de mes colonnes. Dans unit price, vous voyez qu'il est là. Si je veux, je commence par le nom de ma table qui s'appelle sales. Donc, quand je fais sales, vous voyez que j'ai les colonnes de mes tables. Donc, voici unit price, je peux sélectionner, multiplier par quantity. Donc, voici sales quantity. Et je vais encore multiplier par le discount. Donc, je peux encore faire sales. Si je veux bien saisir, sales discount. Donc, il est là. Donc, c'est 3 produits. Donc, je fais égalité et je fais entrer pour calculer. Donc, si ça s'est bien passé, il va me renvoyer le résultat à la fin. Donc, travail en cours. Donc, voici. Il a créé une nouvelle colonne au nom de la variable que j'ai définie. Distinct total. Donc, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire encore une nouvelle colonne pour calculer mes total sales, total vente. C'est le chiffre d'affaires, on va calculer comme cela. Donc, on y va étape par étape. Vous allez bien comprendre. S'il y a des questions, notez-les. Après, on va y revenir. Donc, le chiffre d'affaires, le turnover, bon, total sales, pas encore, voilà. Donc, je vais faire unit price multiplié par quantity. Et tout ça là, je vais faire moins le discount que je viens de calculer. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé total discount. Donc, c'est lui là. Donc, je fais entrer et il va me calculer les total sales. Donc, les ventes totales par client. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le client a dépensé dans la boutique. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En tenant compte des rabais, des pourcentages de rabais qui vont de 1% à 5%. Donc, le chiffre d'affaires, ça sera quoi? Le chiffre d'affaires, ça sera la somme de toutes les valeurs de cette colonne. La somme de toutes les valeurs de cette colonne. Donc là, je ne peux plus faire mon calcul dans une colonne, mais je vais faire mon calcul juste dans une variable et l'afficher. Donc, on peut voir en bas aussi la taille de nos données. Donc, vous voyez que j'ai 20 539 lignes. Voilà. Et il y en a, il y a que 1043 qui sont distinctes, voilà, qui sont uniques, quoi. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, j'ai fait 2 calculs. Vous voyez, quand je clique, j'ai la formule qui vient là. Quand je clique, j'ai la formule qui vient là. C'est vu que je déplie pour voir. Donc, maintenant, je vais faire la somme de toutes ces valeurs pour calculer mon chiffre d'affaires. Et ça, je vais le faire ici, sur le Canva. Donc, c'est ici que je fais mes visualisations. Donc, je vais faire une nouvelle mesure. Je peux faire clic droit aussi sur la table. Vous voyez, il y a une nouvelle mesure aussi. C'est la même chose. Donc, dans Power BI, les fonctions, ça marche comme dans Excel, sauf que dans Power BI, il y a beaucoup plus de fonctions et les fonctions sont en anglais. C'est juste ça. Donc, je vais mettre le CA. Donc, pour faire la somme, dans Excel, c'est somme. Power BI, c'est somme aussi, mais en anglais. Donc, je vais prendre la colonne que je viens de calculer. Donc, sales, total sales. Donc, voici ça. Et je dois fermer la parenthèse, comme dans Excel, pour ne pas avoir d'erreur. Donc, je vais faire entrer. Vous allez remarquer qu'il y a un nouvel élément qui s'est ajouté à la liste de mes variables qui s'appelle le CA dans celui-là. Donc, il faut que je le visualise pour pouvoir voir sa valeur. Pour pouvoir voir la valeur d'un élément, que ce soit une mesure. Ça, c'est une mesure, c'est comme ça on l'appelle dans Power BI. Que ce soit les valeurs d'une colonne, il faut que j'utilise un visuel. Vous voyez, ça, c'est la liste des visuels que j'utilise. Donc, il y a des histogrammes à barres, il y a des histogrammes groupés, il y a des histogrammes empilés, il y a des graphiques en secteur, il y a des graphiques en anneaux, il y a la dispersion, il y a des entonnoirs, il y a des cartes,
la visualisation géospatiale. Il y a des tables, il y a des matrices, il y a des slicers, il y a des cartes, il y a des courbes, il y a plein de visuels et on peut importer d'autres. Donc, je vais regarder la valeur de ce chiffre d'affaires. Donc, pour regarder comment je fais, je glisse déposer cette valeur ici. Donc, je clique sans lâcher, je dépose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de me montrer. Donc, il a choisi par défaut un graphique pour montrer la valeur. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Un graphique, il faut au minimum 2 points, X et Y. Mais ça, c'est juste une valeur. Donc, je vais changer le visuel et je vais mettre carte. Cette carte. 1, 2, 3, ça permet de montrer, d'afficher les valeurs. Et lui, là aussi. Mais on va utiliser le premier. Et vous allez voir qu'il m'a affiché 11 370 000 CA. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires que je viens de calculer comme cela. Je peux le mettre en forme rapidement pour qu'on voit. Donc, j'augmente. Voilà. Généralement, moi, je mets le titre ici. Je préfère ça. Donc, ça aussi, c'est un grand avantage de Power BI. Il permet de mettre en forme les visuels que nous utilisons plus facilement, plus rapidement que le Excel. Donc, vous voyez les couleurs que je suis en train de mettre. Voilà. OK. Donc, je vais regarder une couleur ici pour copier. Voilà. C'est ce que je veux. Donc, je vais revenir ici. Je vais le coller. Voilà. C'est bon. Donc, ça, c'est notre CA que je viens de calculer comme ça. Donc, ça ne me sert plus d'avoir CA qui est écrit en bas. Donc, je vais le désactiver. Voilà. Donc, avant même, je peux insérer un titre, une zone de texte. Voilà. Je vais mettre ce titre-là dessus pour ne pas avoir à saisir à nouveau. Voilà. Donc, je vais centrer. Je vais mettre la même couleur. Non, je vais écrire en blanc. Je pars un peu vite comme c'est les mises en forme. Après, on pourra revenir. Voilà. OK. Donc, ça, c'est le premier indicateur que nous venons de calculer comme cela. Donc, il mesure la croissance globale de notre entreprise. Donc, regardez, je l'ai en page 1. Je peux faire autant de pages pour créer des indicateurs et les afficher, des histogrammes, des courbes et autres. Donc, regardez, je vais mettre une table. Une table. Vous voyez, j'ai cliqué la table venue. Je vais prendre mon chiffre d'affaires, je vais mettre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre le profil de mes clients et je vais mettre dans la table. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Je fais une mise en forme rapidement pour qu'on puisse apercevoir les valeurs. Valeurs en tête de colonne. Je mets tout le temps en gras. Voilà. OK. Donc, je vais mettre le profil d'abord, ensuite le CA. Voilà. Donc, vous voyez que c'est tellement rapide d'avoir des informations rapides et c'est dynamique. Je peux changer le visuel. Vous voyez, je suis allé en histogramme. Je peux aller en barre. Donc, je vais garder la barre. Là, on voit les proportions de chiffre d'affaires par profil. Et ça, c'est très important pour un gestionnaire de vente, pour un sales manager. Donc, je fais une mise en forme rapide. J'ai ouvert le Y, je vais ouvrir le X, les valeurs en gras. J'augmente. Je mets du noir. Je ferme le X.
Il faut que j'affiche les étiquettes de données. Donc, pour qu'on puisse savoir les montants, voilà. Ils sont là aussi, je les fais aussi un traitement rapidos. Voilà. Et je peux mettre un titre. Voilà, il a déjà mis, bon, je vais garder ça. Je vais juste, non, c'est le titre seulement. Je vais bordure et ombre, je vais les mettre. Voilà, le titre, que je l'agrandisse. Voilà, je vais le centrer. Ouais, et puis je vais l'écrire en blanc. Voilà. Et même les barres, je peux changer leur couleur. Vous voyez que ici j'ai barres. Donc, je peux changer la couleur comme cela. Voilà. Et je peux changer les couleurs individuellement aussi, mais on ne va pas le faire comme on veut aller plus vite. Voilà. Donc, je peux renommer cette page CA, par exemple. CA. Donc, vous voyez, c'est les housekeepers, les ménagères, qui font plus de chiffre d'affaires chez moi. Donc, ça m'interpelle. On avance, il y a encore d'intéressants indicateurs à calculer. Le panier moyen. Donc, le panier moyen, c'est la valeur moyenne qu'un client dépense chez moi quand il fait une commande. Donc, la formule du panier moyen, c'est le chiffre d'affaires total divisé par le nombre de commandes. Voilà, j'ai le chiffre d'affaires total, mais je n'ai pas le nombre de commandes. Comment je fais pour calculer le nombre de commandes? Donc, quand je suis ici, je vois les identifiants de mes commandes. Donc, je vais faire une mesure comme celui-là pour connaître le nombre de commandes. Donc, je vais compter. Donc, dans Excel aussi, je le fais. Donc, je vais faire une nouvelle mesure. Et je vais calculer le nombre de commandes. Ça arrive. Voilà. Donc, il faut toujours renommer la mesure pour ne pas avoir des ambiguïtés. Donc, nombre de commandes pour compter, c'est count, comme dans Excel en anglais, count. Et je vais prendre order ID. Donc, order ID, c'est les identifiants des commandes. Et je fais entrer. Donc, si tout s'est bien passé, j'aurai order ID qui va venir ici. Voici qui est là. Et moi, je vais le prendre, déposer ici. Voilà. Et je clique toujours carte pour voir sa valeur. 21 000 commandes. Voilà. Donc, je vais cliquer ici pour prendre ces mises en forme et l'appliquer. Là, je n'aurai pas à faire le travail deux fois. Il reste qu'à mettre le titre et c'est bon. NB commande. Donc, vous voyez NB commande qui est là. Mais moi, je veux savoir le nombre de commandes jusqu'au détail près. Là, il est groupé. Donc, moi, je vais aller ici. Je vais mettre aucun. Parce que moi, je vais voir la valeur, voilà, jusqu'à l'unité. Voilà, c'est bon. NB commande est là. Donc, je disais quoi? Le panier moyen. Donc, le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes. Donc, je vais refaire maintenant ma formule en créant une nouvelle mesure. Donc, panier moyen. Panier moyen, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires. Donc, je l'ai déjà calculé. Donc, ce n'est plus la peine que je fasse somme, calculer le chiffre d'affaires et de faire la division. Donc, comme j'ai déjà calculé cette valeur, pour l'appeler, il suffit que je mette crochet et j'aurai les mesures que j'ai déjà calculées. Donc, je prends CA divisé, simple slash, encore crochet, et je vais mettre le nombre de commandes. Donc, on disait que cet indicateur, il calcule le pouvoir d'achat du client. Et en fonction de son pouvoir d'achat, on peut appliquer des stratégies marketing comme le cross-selling ou le upselling. Donc, il est là, je vais le regarder. Voilà, donc je fais la même chose. Je ne vais pas
faire la mise en forme une énième fois. Je clique, j'applique. Il faut bien que je choisisse la carte moi-même et que je mette le titre. Voilà. Panier moyen. Voilà. Donc, voici le panier moyen. Ça veut dire si le client vient chez moi, voici ce qu'il dépense en moyenne. 553 $. Donc, je peux formater, je peux mettre les dollars, j'ai les unités. Donc, il est là. Je vais le mettre ici aussi. Donc, si je clique sur lui, je peux travailler sur lui. Voilà. D'accord. Donc, regardez, je vais faire quelque chose. Je vais mettre un segment. Il permet de filtrer. Donc, quand je clique, il vient sur mon Canva. Et je vais faire un segment sur les régions. Donc, je coche région. Vous allez voir, il va lister mes régions. Donc, vous voyez que j'ai mes régions ici. Donc, je peux filtrer en fonction des régions. Et vous allez voir que les résultats sont dynamiques. Donc, vous voyez, tout ça, ça change. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais rapidement appliquer ce qu'il y a appliqué. Il va le faire. Donc, il n'a plus rien faire. Je vais mettre un titre région. Voilà. C'est bon. Je vais enlever lui là. Valeur. Je vais juste augmenter les régions pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Et je peux augmenter là. Voilà. 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 Donc, c'est bon. Donc, je vais faire la même page. Donc, je vais copier ça. Je vais aller dans page 2 et je vais le coller. Donc, il est là. Donc, on a déjà notre deuxième indicateur, le panier moyen. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer encore? Donc, on va calculer la fréquence d'achat. Dans la fréquence d'achat, c'est le nombre de fois qu'un client effectue une commande dans la boutique. Voilà. Donc, pour calculer la fréquence d'achat, donc, c'est le nombre total d'achats, pour dire le nombre total de commandes. Et on va diviser ce nombre par le nombre de clients. Voilà, par le nombre de clients uniques. Donc j'ai le nombre de commandes. Voilà. Donc, je vais calculer le nombre de clients. Vous savez que je n'ai pas cette valeur. Ici même, je ne l'ai pas. On n'a pas calculé le nombre de clients. Donc, je vais le faire ici. Donc, c'est la même chose qu'on calcule le nombre de commandes. Mes clients, j'ai leur ID. Je vais juste faire un count ici. Voilà. Donc, je reviens. Nouvelle mesure. Donc, vous voyez que les mesures permettent de voir les informations selon plusieurs modalités. Voilà, j'ai regardé le chiffre d'affaires selon le profil de mes clients. Donc, je vais calculer fréquence d'achat. Fréquence d'achat. Achat. Donc, c'est nombre de commandes divisé par le nombre de mes clients distincts. Je ne dois pas compter les clients deux fois. Voilà.
Je dois compter les clients de façon unique. Donc, count, ça compte tout le monde, même les doublons. Les distinct compte sans les doublons. Donc, c'est ça que je vais prendre cette fois-ci. Et je vais prendre le nombre de clients. Bon, je pouvais calculer le nombre de clients avant de revenir faire ce calcul, mais je vais le faire en même temps. En même temps, donc je vais mettre une parenthèse comme cela. Voilà. Donc, sales, bon, pour aller plus vite, je mets customer ID, voilà. Donc, je ferme la parenthèse du distinct count et je ferme la parenthèse qui est derrière le distinct count. Donc, je fais entrer. Si tout s'est bien passé, je vais avoir mon taux d'achat. La fréquence d'achat du client. Donc, il est là, je peux regarder ça. Donc, il prend chaque fois un histogramme, mais c'est à moi d'appliquer une carte. Cette fois-ci, je vais prendre cette carte. Voilà. Voici la valeur. 1,9. Ça veut dire un client paye, mes clients ont une fréquence d'achat de 1,9. Ça ne vaut pas 2. Ça veut dire pour qu'ils payent 2 fois là, c'est compliqué. Ils viennent, ils prennent beaucoup d'informations, ils regardent jusqu'à ce qu'ils passent à l'achat. Donc, un client paye en moyenne 1,9 fois. Je vais le mettre en fort. Et après, on va commenter. Je vais mettre un titre toujours. Je peux laisser à 18. Je fais la même chose. Je vais mettre les effets. Voilà. Et je vais enlever valeur de la légende. Non. Étiquette. Voilà. C'est bon. Alors. Oh non, non, non. Ça, je ne dois pas le mettre. Donc, je vais remettre le nombre décimal. Donc, voici ma fréquence d'achat. Et l'indicateur fréquence d'achat, qu'est-ce que ça nous rappelle? Donc, cet indicateur nous aide à comprendre la régularité des achats avec nos clients et à identifier ce qu'on pourrait faire pour qu'on ait au moins deux fréquences d'achat par client. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les clients à passer plusieurs fois des commandes? Voilà. Donc, en une année, les clients payent presque une fois. Bon, moins de 2 fois. Voilà. Pour qu'ils payent, ceux qui payent 2 fois, ça veut dire que ceux qui payent 2 fois ne sont pas nombreux. Ils sont très, très faibles. Voilà. Donc, on a ça. Notre quatrième indicateur, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Donc, le Net Promoter Score, on va le faire dans le Power Query. Donc, je rappelle, là où je suis dans le Power BI Desktop. Et le Power BI Desktop contient le Power Query et le Power Pivot.
Donc, ici, c'est le Power BI Desktop. Donc, mais le Power BI Desktop me permet d'accéder au Power Pivot, c'est lui ici, pour la modélisation comme dans Access. Pour aller dans le Power Query, je peux faire des calculs. Voilà. Si je suis sur un champ quanti, vous allez voir que, voilà, je peux faire des multiplications et des divisions. Je peux appliquer des fonctions statistiques, même des trigonométries. Donc, le Power Query est exceptionnel. Il a beaucoup de commandes qui facilitent la transformation des données. Les colonnes conditionnelles, les colonnes d'index. Je peux faire des colonnes personnalisées, des colonnes à partir d'exemples. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la colonne conditionnelle. On va l'utiliser afin de créer les 3 modalités qui permettent de calculer le NPS, le Net Promoter Score. Dans le Net Promoter Score, classe les clients en fonction de ces 3 variables. Donc, sur la base des notes. Donc, pour ceux qui ont une note, pour les clients qui ont noté le produit ou le service entre 0 et 6, c'est les clients détracteurs. Donc, je rappelle, c'est les clients qui ne sont pas satisfaits. Ceux qui ont une note entre 7 et 8, c'est les clients passifs. Donc, eux, s'il y a une occasion, on va les perdre. Ils vont changer de boutique. Et les clients promoteurs, c'est les clients qui ont une note entre 9 et 8, entre 9 et 10. Donc, eux, c'est les ambassadeurs de la boutique. Donc, on doit travailler à avoir plus de promoteurs parce qu'ils font notre publicité pour nous, ils payent nos produits régulièrement. Voilà, c'est vraiment des clients acquis. Donc, je vais faire colonne conditionnelle. Colonne conditionnelle, c'est à l'image d'ici dans Excel. Donc, vous allez voir qu'il va s'ouvrir avec une palette et c'est tellement intuitif plus que Excel. Vous allez voir, donc, je vais faire note. Je vais dire si la note est inférieure ou égale, je vais ajouter, et ou égale à 6, qu'est-ce que je vais dire? C'est un détracteur. Voilà. C'est pas fini. Je vais ajouter une autre clause pour dire si la note est inférieure ou égale à 8, cette fois-ci, je vais dire passif, client passif. Donc ici, ça part de 0 à 6. Ici, ça part de 7 à 8. Parce que j'ai dit strictement. Donc ici, je dois prendre strictement supérieur. Voilà. Strictement supérieur. Non, 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 non. Je vais prendre inférieur ou égal, c'est ça. Donc ça, c'est inférieur ou égal. Donc ici, c'est strictement supérieur à 6 et inférieur ou égal à 8. Donc c'est passif. Et je fais le dernier pour dire si la note est inférieure ou égale à 10, on va mettre promoteur. Voilà. Donc, 0 à 6, détracteur. 7 à 8, passif. 9 à 10, promoteur. Donc, je vais faire OK. Et vous allez voir que j'aurai une nouvelle colonne qui va se créer. Contient les critères que j'ai précisés. Dans alphanumérique, je vais lui dire texte, que ce soit clair. Et regardez, je suis dans mon Power Query. Je peux filtrer ma table en fonction des 3 modalités que je viens de créer. Donc, détracteur, le voici. Passif, les voici. Et promoteur, je les ai aussi. Donc,
ici, je suis dans le Power Query. J'ai fini de faire le calcul que je voulais. J'ai fait ça parce que ça va me permettre de compter le nombre de détracteurs, de compter le nombre de passifs et le nombre de promoteurs. Donc, comme j'ai fini de compter et de faire mes critères avec la colonne conditionnelle pour avoir mes 3 modalités, je vais faire fermer et appliquer pour dire que j'ai fini avec le Power Query, mais qui n'a qu'à enregistrer ce que j'ai fait. Mais bien avant, je vais renommer la colonne, je vais mettre statut NPS. Voilà. Donc, je vais faire fermer et appliquer. Là, c'est bon. Donc, si je reviens dans la vue, il faut qu'il se mette à jour pour ajouter la nouvelle colonne que je viens de calculer. Donc, si je viens ici, dans la vue table, je vais remarquer que j'ai une nouvelle colonne qui est bien là, vue NPS. Vous voyez. Voilà. Donc, je vais renommer cette fenêtre-là NPS. Ou bien je vais mettre client. Je vais mettre client parce que c'est les informations clients. Donc, je vais calculer maintenant la proportion de clients détracteurs dans ma base. Donc, nouvelle mesure, on fait beaucoup de mesures. C'est les indicateurs, la base de la visualisation. Donc, quand j'ai un indicateur, ça peut me permettre de le regarder selon plus de détails que j'utilise un diagramme en secteur ou un histogramme ou une courbe. Donc, je vais mettre pourcentage détracteurs. Donc, c'est le nombre de détracteurs. Donc, le nombre de détracteurs, je vais utiliser une autre formule qui s'appelle le calculate. Donc, le calculate, il permet de compter et de faire un filtre. Donc, je vais compter avec tous les doublons. Alors, statut. Voilà. Donc, je vais compter tous les statuts et je vais dire, mais garde uniquement le statut NPS qui est égal à détracteur. J'espère que je n'ai pas mis les accents là-bas. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas le pourcentage, c'est le nombre que je vais compter d'abord, le nombre de détracteurs. Voilà. Donc, je vais faire entrer. Donc, je vais m'assurer que j'ai mis, voilà, j'ai mis accent. Donc, c'est sensible à la casse. Si je ne mets pas avec l'accent, ça ne va pas marcher. Donc, je reviens, NB détracteur. Voilà, et un accent ici. Je vais copier ça parce que pour les autres, c'est pareil. C'est juste le statut que je vais changer. J'espère que c'est compréhensible tout ce que je suis en train de faire. On aura une partie d'échange. Ça va nous permettre de fixer certaines incompréhensions s'il y en a. Donc, on va compter le nombre de passifs. Donc, ici, je vais mettre passif. Voilà. Et on va compter le nombre de promoteurs. Donc, je vais juste copier et je colle maintenant. Et ça, c'est une erreur. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Une petite erreur qui s'est glissée. Voilà. Donc, passif, c'est bon.
Il reste le dernier, qui est le nombre de promoteurs. Donc, on calcule le nombre de promoteurs dans ma base de données. Voilà. Donc, déjà, je vais afficher leur valeur. On va voir c'est combien. Donc, je vais utiliser cette carte. Cette carte permet d'afficher plusieurs résultats, contrairement à celle-là qui affiche qu'un seul. Donc, je vais afficher détracteur. Il suffit que je coche, ça va venir. Je coche passif et je coche promoteur. Ils sont là. Voilà. Je vais juste appliquer les mises en forme de lui là pour aller plus vite. Et je vais mettre un titre. Je vais dire NB statut NPS. Voilà. Et comme moi, je veux voir les chiffres jusqu'à l'unité, je vais dérouler. Ici, je vais dire NB détracteur. Je vais dire afficher, ne pas résumer, aucun. Passif, je dis toujours ne pas résumer. Et promoteur, je dis aussi, il ne faut pas résumer. Voilà. Donc, je peux voir les valeurs. Donc, voici les valeurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer maintenant en pourcentage. Je vais mettre le séparateur de milliers, ça aide à bien lire. Donc, pour calculer le score NPS, je dois faire promoteur moins détracteur. Voilà. Et donc, on calcule d'abord les proportions. Donc, je vais le faire nouvelle mesure. Pour calculer le pourcentage de détracteurs, mais ici, il y a un problème. Il faut que j'affiche les étiquettes pour qu'on sache c'est où détracteur, c'est où passif et c'est où promoteur. Donc, je vais revenir ici. Étiquette de référence en valeur de la légende. Voilà. Je coche étiquette. Voilà. Je dois. Voilà. Donc, je reviens. Je vais ça en pourcentage par rapport au nombre total de clients. Donc, je vais faire trois calculs similaires. Donc, j'affiche la formule pour que tout le monde puisse voir. Donc, pourcentage détracteur. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de détracteurs divisé par le nombre total de clients. Je n'ai pas calculé ça. Je sais pas le nombre total de clients. Bon, c'est pas grave. Je vais le compter. Donc, je vais mettre une parenthèse ici. Et je vais compter order. Non. Voilà. Customer ID. Voilà. Et c'est bon. Donc, je vais copier
pour aller plus vite aussi. Donc, il y a ça qui est là. Je vais terminer avant de les afficher. Dans le nombre de pourcentage de détracteurs, c'est le nombre de détracteurs divisé par le nombre total de clients. Donc, je vais faire pour les passifs. Donc, MB passif. Voilà, je n'ai pas changé les titres. Passif. Oui, c'est ça. Donc, il est terminé aussi. Je vais les aligner au même endroit. Donc, je vais aussi mettre la carte pour visualiser mes pourcentages. Donc, mes pourcentages, ils sont où? Dans les voici. Je commence toujours par le détracteur. Je vais le mettre en pourcentage. 52%. Ensuite, le passif. Je clique sur lui. Là, je peux le manipuler en haut là. Voilà. J'ai un pourcentage. Je vais juste mettre le pourcentage statut NPS. Donc, je vais uniformiser statut. Voilà. Et en bas, j'aurai le score. Dans le score, c'est promoteur moins détracteur. Donc, score NPS, ça va être pourcentage promoteur moins pourcentage détracteur. Calcul simple. Je vais juste réactualiser. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'afficher. Score NPS. C'est ça. Donc, je peux glisser, déposer, hein, comme je peux cocher, et puis utiliser le visuel que je veux. Donc, je vais cocher, je vais prendre celui-là. Moins 33%. Donc, je le mets un titre. Score NPS. Donc, moins 33%. Donc, c'est pas
intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Il faut savoir que le score du NPS doit être interprété selon 3 critères. Donc, si la valeur est supérieure à 0, donc on va considérer que le taux de satisfaction est correct. Mais si le taux de satisfaction est inférieur à 0, ça signifie que le rapport des clients par rapport au produit ou au service n'est pas satisfaisant et qu'on doit engager beaucoup de moyens pour remédier à cette insatisfaction. Ça veut dire qu'on ne satisfait pas les besoins de nos clients. Donc, c'est ce que ça veut nous dire. Donc, si le NPS est supérieur à 50, ça veut dire que notre produit ou notre service a une forte fidélité et un attachement de la part des clients. Et ces clients sont prêts à nous recommander. Donc, vous voyez, donc on a fait tout ce parcours pour pouvoir avoir ce score et de pouvoir l'interpréter. Voilà. Le NPS, il est là. Et je peux quand même regarder quelque chose. Je peux voir si mon NPS change en fonction des profils. Ça peut m'aider à savoir quel profil parle mieux, parle mal. Donc, ils ont à peu près la même voix. Donc, rien de spécial. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Donc, ici, on a notre NPS. Voilà. Même mes fréquences d'achat, je peux mettre le segment aussi et voir quel profil a une fréquence d'achat qui dépasse les autres. C'est statique. Ah, OK. 92. Ah, c'est la même chose. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est le NPS. On avance. J'espère que vous êtes là et toujours motivé. Donc, le NPS est terminé. On va calculer le taux de rétention de nos clients. Voilà. Le taux de rétention. Donc, le taux de rétention, c'est le taux de fidélisation de nos clients. Donc, ça va nous permettre de savoir le pourcentage de clients qui effectuent des commandes répétées, voilà, sur une période définie. Voilà. Donc, je vais créer une 3e page. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler indicateur rétention. Dans le taux de rétention, sa formule, c'est le nombre de clients. C'est le nombre de clients à la fin de la période. Dans notre période, c'est une année. Et on va soustraire le nombre de nouveaux clients. Et cette valeur, on va la diviser par le nombre de clients au début de l'année et que l'on va multiplier par 10. Donc, c'est comme ça on calcule le taux de rétention. Voilà. Donc, je reprends le nombre de clients que l'on va soustraire avec le nombre de clients perdus. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple simple. Donc, on va calculer le nombre de clients de l'entreprise au premier mois de l'exercice. Donc, par exemple, si au premier mois de l'exercice, j'ai 200 clients, ça veut dire que c'est des clients qui ont déjà payé des produits chez moi ou qui ont eu des interactions avec moi. Et par exemple, au milieu de l'année, je fais une stratégie marketing. Et la stratégie marketing me permet d'avoir 100 clients. Mais à la date du 31 décembre, je me rends compte que j'ai 250 clients. Donc, vous voyez, normalement, je devais avoir 300 clients, mais j'ai 250 clients parce que j'ai 50 clients de perdus. Donc, on doit le retrancher pour pouvoir calculer le taux de rétention. Les clients perdus, c'est les clients qui vous disent clairement qu'ils ne vont plus payer votre produit, par exemple. Voilà. Ou bien des clients qui décident de ne pas renouveler les achats au bout de 6 mois ou une année. Ou aussi, c'est un abonnement des clients qui ne renouvellent pas leur abonnement. Donc, c'est des clients perdus. Voilà. Donc, on va calculer cette mesure. Donc, je vais ouvrir mon Excel et on va simuler cet exercice parce qu'on n'a pas
les données exactes pour pouvoir le calculer. Donc, on va supposer que notre base de clients est établie à partir du troisième mois de l'année. Donc, je vais reprendre ici. Donc, je vais cocher les 3 premiers mois de l'année. Janvier, février, mars. C'est ça notre base de clients. Et je vais voir que j'ai donc, ici, je vais noter que les clients au premier trimestre, ça fait 4,992. Voilà. Et à partir de juin, on fait une stratégie marketing qui va nous permettre d'avoir 15 000 clients, par exemple, ou bien 10 000 clients. Mais en fin d'année, on se rend compte qu'on a 20 000 clients. Bon, je vais mettre 15 000. Voilà. Donc, au début de l'année, on a 4 900. On fait une stratégie marketing, on gagne 15 000. Bon, je vais mettre 12 000 comme ça. Et en fin d'année, on a 20 000. D'accord. D'accord. Donc, 4 000. Une stratégie marketing qui nous permet d'avoir combien? 20 000 clients. Voilà, 20 000 clients. Et en fin d'année, on a 20 000 clients. Donc, on va travailler sur ces données pour pouvoir calculer notre taux de rétention. Voilà. Donc, le taux de rétention, ça a pris un peu plus de temps, mais on va bientôt conclure. Donc, pour calculer le taux de rétention, donc je disais, c'est le nombre de clients à la fin de la période. Donc, à la fin de la période, je vois que j'ai 20 000. Donc, je vais prendre le nombre de clients que j'ai déjà calculé. Ah, je ne l'ai pas calculé. J'utilise toujours count. Pas grave. Voilà. Donc, le nombre de clients en fin d'année, moins le nombre de clients perdus. Donc, je peux supposer que j'ai perdu 5 000 clients. Et je vais diviser tout ça par le nombre total de clients en fin de l'année. Donc, ici, j'avais pris les 3 mois. Donc, on va utiliser ça. On va utiliser ça. C'était 4 992. Donc, on essaie de suivre le principe pour comprendre comment on calcule le taux de rétention. Et ici, on va diviser par ici, on va mettre le nombre total de clients. Voilà. En fin d'année. Count Customer ID. Voilà. Donc, je vais regarder cette valeur pour savoir le pourcentage de clients qui est prêt à renouveler ses achats. Souvent, on l'appelle le taux de fidélisation. Donc, 0%. Wow. C'est vraiment pas intéressant. Donc, je vais diminuer le nombre de clients perdus. Si je mets 3 000, ah, ça vaut un peu mieux. Donc, je vais mettre 1000. Donc, ça veut dire sur ma base de clients, moins de 1 me donne sa parole de repayer mon produit. Je pense que ici, j'ai à la fin de la période. Donc, en fait, ici, c'est. On va prendre 15 000. Voilà.
juste pour comprendre comment ça marche et pour pouvoir l'interpréter. Voilà. Donc, on va garder ce taux. Donc, on a manipulé pour pouvoir avoir ce taux. Pas de problème. Donc, 68%. Donc, ça veut dire qu'on a 68% de nos clients qui sont prêts à le payer à partir de 2024. Donc, ça, c'est le taux de rétention. Donc, je reviens vers vous. Ça a pris plus de temps que prévu. Donc, on va juste calculer le dernier indicateur, mais on ne va pas calculer la valeur vie du client. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. On pourra se contacter après pour terminer ces calculs d'indicateurs. Donc, je calcule rapidement le taux de retour de produit avant qu'on fasse la conclusion. Donc, je vais reprendre encore ma base de données, mais cette fois-ci, je vais garder la feuille qui contient les returns. Voilà, parce que je veux connaître le taux de produits retournés. Donc, les produits retournés, c'est les produits que les clients ont commandés, qu'on a livrés, et par fini, ils nous les ont renvoyés pour dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, moi, je vais calculer ce taux de retour de ces produits. Donc, c'est aussi un indicateur qui est important. Donc, vous allez remarquer, j'ai deux tables maintenant. Donc, quand je viens là, c'est le taux, c'est le nombre de produits retournés qui m'intéresse d'abord. Donc, nombre de produits retournés, c'est ceux-là. On a 795 lignes, donc 795 produits retournés. Donc, je vais le faire en une seule formule au lieu de détailler. Donc, taux retour. Donc, je vais compter le nombre de commandes retournées. Vous voyez que j'ai changé de table. Mais cette fois-ci, je vais revenir à la table sales parce que je vais diviser ça par le nombre total de commandes. Voilà. Mais ça, là, ça vient de la table sales. Si vous voulez, je peux même faire count comme ça. Sales. Et puis prendre order. Voilà. Order dans sales. Voilà. Donc, on calcule cette valeur et on va l'afficher. Donc, on a combien? Donc, on a 40%. Pas 40%, 3% plutôt. Donc, 3%, c'est intéressant par rapport à toutes les commandes qu'on a. Donc, cet indicateur nous permet de savoir si on a des problèmes de qualité sur nos produits ou nos services. Voilà, s'il est élevé, ça veut dire qu'il y a un souci sur le parcours du client. Donc, il n'est pas satisfait totalement. C'est pour ça qu'il nous renvoie le client. Donc, si c'est élevé, ce n'est pas intéressant, ça réduit nos marges et on doit travailler à minimiser ce taux au plus bas possible. Donc, on va s'arrêter à ce niveau pour le calcul des indicateurs. Je vais enregistrer mon rapport. Je vais juste lui donner un nom. Je vais mettre Retails Power BI et je vais l'enregistrer. La dernière manipulation que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer que ce que j'ai fait comme cela. Allô, vous m'entendez? On vous entend maintenant. D'accord. Donc, j'étais dans la conclusion, dans les séances de remerciement. Donc, je disais que je remercie le cabinet Fidelis de m'avoir associé à ces séries de webinaires. Merci à l'équipe d'organisation. Merci aussi aux participants qui ont participé à cette session de partage d'astuces, de techniques avec l'outil Microsoft Power BI. Donc, on n'a pas pu échanger au niveau des questions,
et on va se prendre pour d'autres rendez-vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès pour, au niveau de vos travaux en entreprise, au niveau de vos études, et on pourra toujours se contacter. Donc, je reste disponible. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Banao, pour cette session de formation. Donc, merci à tout un chacun d'être resté à l'écoute. Vu qu'on a un peu abusé du temps, je ne vais plus revenir sur le résumé de la formation, mais la vidéo sera disponible pour tout un chacun pour qu'on puisse suivre aisément après. Donc, c'était le cabinet Fidali avec M. Banao. Merci et excellente soirée à tous. Oui. Merci. Bonne soirée à vous.